Grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue dans ce forum. Au menu cette semaine, la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le gouvernement annonce 10 000 enseignants fictifs détectés dans les écoles communautaires. Et enfin, la visite du président de la République à Ségou. Nos invités sont Abdraman Keïta du journal Le Témoin, Moussa Boli du journal Le Matin, Youssouf Sissoko de l'hebdomadaire Info 7. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Bienvenue à vous, mes chers confrères. Le grand dialogue. Déclaration de politique générale du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga était cette semaine devant les députés de l'Assemblée nationale. Alors, Abdraman Keïta, votre avis sur cette DPG? Bon, mon avis sur la DPG, c'est que c'est un exercice qui respecte les prescriptions constitutionnelles de notre pays, qui font obligation au Premier ministre, une fois nommé, conformément à l'article 78 de la loi fondamentale, de se présenter devant les députés et de demander leur caution et d'acquérir leur caution pour mener son action gouvernementale. Et mon avis, c'est que ce devoir a été réellement respecté. Ça, c'est pour ce qui est de la forme. Pour ce qui est du contenu, je pense que c'est une DPG, comme toutes les autres DPG, très complète, qui touche à tous les aspects de l'intérêt public, qu'il s'agisse du social ou des choses les plus urgentes, des questions infrastructurelles, des questions, les choses les plus urgentes, je veux dire par là la sécurité et autre chose, et qui s'inspire réellement de la feuille de route donnée par le président, fixé par le président de la République au lendemain de la nomination de son nouveau Premier ministre, sur les 4 points qu'il a lui-même énumérés. Mais je pense que par-delà tout cela, c'est une DPG quand même d'urgence, qui intervient dans une situation d'urgence et qui a essayé de coller à cette urgence-là, puisque c'est une DPG qui intervient à 3 mois de la fin du mandat du président de la République, dans un contexte sécuritaire où une impasse est en train de peser sur, si vous voulez, la survie et la continuité institutionnelle, à savoir la première institution qui est la présidence de la République, donc qui est en train de vraiment, sur lequel le Premier ministre est engagé à partir au pas de charge, au risque de ne pas pouvoir respecter ces délais-là constitutionnels. Merci. Voilà pour l'instant mon avis sur cette DPG, une DPG complète, mais une DPG qui est en réalité inspirée de la situation actuelle, du contexte d'urgence dans lequel se trouve le pays, et puis de la nécessité de sauver les institutions et la continuité institutionnelle des institutions républicaines. Moussa Boli. Je rejoins Abdraman sur la notion d'urgence de cette DPG parce que, comme il a dit, c'est à 3 mois d'une échéance électorale très, très déterminante pour l'avenir de ce pays. J'ai retenu surtout le fait que la capacité du Premier ministre à pouvoir cerner les grands défis de l'ère. Et cette volonté aussi de relever ces défis, comme sa volonté inébranlable d'organiser l'élection à la date du 29 juillet. Ça, il a martelé plusieurs fois dans son discours et je pense que c'est très important parce que quand il donne l'assurance qu'il n'y aura pas une crise post-électorale, dans un contexte sécuritaire et très difficile, ça marque les esprits, cette volonté d'aller à l'élection. Et je le rejoins parce que sans les élections, c'est toutes les institutions presque de la République qui sont menacées. Mais est-ce que vous pensez que cette DPG est réaliste?
Réaliste, vous savez, moi, dans le contexte malien, en fait, je n'ai pas vu de DPG en réalité réaliste, parce que pour moi, c'est beaucoup plus des déclarations d'intention. Mais ce qui fait la différence souvent, c'est cette ferme volonté, parce qu'on sait quand il présente et quand il défend ses dossiers, ses projets, on sent qu'il a cette conviction de pouvoir les réaliser. Ok. Allez-y rapidement. Sur ce qu'il vient de dire, je pense qu'en réalité, si vraiment prendre la DPG pour 3 mois, ce qu'on a vu, les ambitions du président de la République, l'ensemble des ambitions du président de la République ne sont pas réalistes. Pour 3 mois, on ne peut pas faire ce qu'il a dit en termes d'éducation, en termes d'infrastructures hydrauliques, en termes d'accès des populations à la santé, à l'eau, à l'électricité, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas possible. Très bien. Mais le truc le plus urgent, ça, on attend de le voir. Ce n'est pas avec la DPG seulement que le Premier ministre a donné l'assurance que les élections seront tenues. Bien avant de sa déclaration de politique générale, c'est le même refrain qui revient. Mais force est de reconnaître que, dans l'ensemble, les esprits sont sceptiques par rapport au respect des dates et avec les exigences de transparence, de crédibilité des élections qui doivent se tenir dans 3 mois. Merci. Youssouf Sissoko, votre avis sur la DPG? Merci, M. Sidibé. En fait, contrairement à mes 2 prédécesseurs, moi je trouve cette DPG badaud pour un temps très court, surtout que nous sommes seulement à 3 mois de la fin du mandat. Je pense que, comme il a si bien dit, c'est un exercice républicain et depuis l'avènement de la démocratie. Alors, à chaque fois que le Premier ministre est nommé, il doit passer devant la représentation nationale pour dire en tout cas les grands axes de sa gouvernance. Et il a si bien dit aussi qu'il s'inspire en tout cas de la feuille de route fixée par le président de la République. Mais comme dirait l'autre, le temps n'est pas son meilleur allié. Pour 3 mois, s'il faut en tout cas nous sortir en tout cas une telle DPG, moi je trouve que c'est non seulement irréaliste, c'est irréalisable aussi. Et je pense que cette DPG devait être tout simplement consacrée à 2 choses, à savoir stabiliser un peu le centre et le nord, afin de tenir des élections transparentes, crédibles, et dont les résultats seront acceptés par tout le monde. Bon, il a lui-même dit, parce qu'on a constaté au cours des débats, que, en tout cas, tous les débats étaient focalisés sur les 2 points généralement, sur la sécurité et sur la tenue des élections. Et je crois que le Premier ministre a donné quand même l'assurance, et par rapport en tout cas à l'organisation, à la bonne organisation des élections. Et c'est pourquoi d'ailleurs il nous a parlé, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs que l'audit du fichier électoral doit être terminé, afin d'aller personnaliser les cartes d'électeurs en France. Et plus tard, vers le mois de juin, pouvoir distribuer ces cartes d'électeurs pour que tout le monde puisse en tout cas entrer en possession de sa carte. Donc je crois qu'on peut peut-être à la rigueur prendre ça pour de l'argent comptant, parce qu'il a dit, il a répété à plusieurs reprises que les élections vont avoir lieu et que les élections seront organisées, en tout cas avec toutes les conditions de transparence requises. Okay. Mais en fait, certains estiment que le document manque de chiffres et de chronogrammes bien précis. Alors peut-on considérer cela comme des insuffisances de cette DPG? Oui, ça dit que c'est des insuffisances, bien sûr. Et j'ai même dit que c'est de la bonne littérature. En fait, c'est de la bonne littérature. Comme il a si bien dit, c'est une déclaration de bonnes intentions. Sinon, honnêtement, en 3 mois, tout le monde sait qu'on ne peut pas appliquer, on ne peut pas mettre en œuvre en tout cas tout ça. Je prends l'exemple sur la mise en œuvre de l'accord. L'accord a été signé depuis 2015. Et 3 ans de cela, rien n'a été fait. Si en 3 mois, alors il s'engage en tout cas à mettre en œuvre l'accord. Il a même parlé de chiffres par rapport à l'application de l'accord. Il parlait de 200 combien de milliards déjà budgétisés, et que parmi ces 200 et quelques milliards, il y a 100 et quelques qui ont été déjà débloqués. Mais concrètement sur le terrain, on ne voit rien. On ne voit absolument rien. Okay. Donc moi, j'ai dit c'est de la littérature. Ok. Nous allons écouter entre-temps le Premier ministre Soumeilou Boubèye lui-même après l'adoption de la DPG. Je voudrais remercier bien sûr tous ceux qui ont voté pour la déclaration, remercier aussi ceux qui n'ont pas voté pour, parce que c'est la loi de la démocratie. Je voudrais leur donner l'assurance que le gouvernement s'attachera à agir dans le sens de l'intérêt général. C'est un gouvernement qui n'est pas effleuré par le doute. Il a confiance
en sa capacité à rendre possible ce qui est nécessaire, nous pourrions collectivement surmonter tous ces défis-là, parce qu'aucun des objectifs individuels ou collectifs que nous avons ne peut être atteint si ce gouvernement ne réussit pas. Si ce gouvernement ne réussit pas à assurer la sécurité, à organiser des élections apaisées, crédibles et transparentes, personne ne pourrait atteindre ses propres objectifs. Donc je suppose qu'il est de notre intérêt collectif de travailler à la poursuite et à la réussite des objectifs que nous nous sommes fixés. Ok, Abdraman, rapidement, la réaction que vous alliez faire tout à l'heure. Et en après réalité, ça... l'application de l'accord qu'il a évoqué est inspirée. Et les aspects qui touchent à l'application de l'accord sont inspirés également d'une autre feuille de route. Pour qui sait qu'en réalité, il y a une feuille de route bien avant la DPG, quelques semaines avant la DPG, qui a été passée entre les mouvements signataires de l'accord et le gouvernement et toutes les parties prenantes de l'accord pour l'application de cet accord. Donc en réalité, ce n'est pas quelque chose d'inventé. L'application de l'accord, c'est vraiment une feuille de route qui a été déjà signée entre les mouvements et qu'il a essayé d'insérer dans son document en termes de fonctionnement des MOC, des mécanismes opérationnels de coordination, de fonctionnement des autorités intérimaires, d'application des DDR, d'insertion des éléments des mouvements armés, ainsi de suite et autres là. Toutes choses sans lesquelles, il faut le reconnaître, le gouvernement ne peut pas avoir la caution des mouvements armés pour que les élections se tiennent dans une certaine partie du Mali. Donc il faut reconnaître que, bon, avec le respect de cette feuille de route passée avec ces mouvements, on va permettre au moins que les élections se tiennent dans cette partie du Mali qu'eux, ils contrôlent. Donc, d'après vous, est-ce qu'il faut croire à ces assurances du PM? Non, pour cette partie. Mais en réalité, les élections, malheureusement, ne dépendent pas, ce ne sont pas seulement tributaires de ces mouvements-là. Aujourd'hui, depuis un certain temps, il y a un embrasement de la crise, il y a un déplacement de la crise vers le centre et que personne ne maîtrise pour l'instant. Donc, on ne peut pas dire que les élections peuvent se tenir simplement parce que le gouvernement a la caution des choses. Donc, il y aura forcément peut-être des zones où les élections peuvent se tenir et des autres où les élections seront compromises. En fait, je voulais répondre par rapport à la feuille de route, il a déjà abordé, mais par rapport au chronogramme, c'est vrai que le PM n'a pas été très avare en chiffres, mais par rapport au chronogramme, si vous prenez les élections, l'audit du fichier prend fin aujourd'hui. Et en juin, les cartes électorales seront disponibles et le 29, il y a le premier tour. Donc, ça veut dire que ça, c'est bien planifié par rapport au temps. Et pour ce qui est du centre, je pense qu'il a, si j'ai bonne mémoire, le déploiement des supplétifs de forces de sécurité et de forces armées doit être effectif à partir de fin mai. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain chronogramme par rapport à la sécurisation, par rapport à la tenue de l'élection, aussi par rapport à l'application de l'accord, parce qu'il a dit la feuille de route qui a été convenue entre le gouvernement, les partis signataires, la médiation internationale est très importante parce que c'est ce qui permet au gouvernement de poser des actes par rapport à cette mise en œuvre de l'accord. Alors, donc, avant de revenir à vous, Sissoko, nous allons écouter la réaction de l'opposition à cette DPG. 4 ans et demi, il ne reste plus que 4 mois pour l'élection présidentielle. Si on vient nous dire qu'on va restaurer la sécurité, on va faire ça, on va faire ça, moi je crois que c'est des effets d'annonce. Mais dans tous les cas, personne ne peut être plus roi que le roi lui-même. Si quelqu'un qui doit organiser une élection lui-même dit qu'il va organiser l'élection, et l'élection ne peut pas s'organiser sans qu'il y ait une sécurisation de l'ensemble du territoire. Et si la personne dit qu'elle va le faire dans un délai de 3 mois, mais on est obligé d'attendre de voir. Dans ce pays, il ne reste plus qu'à attendre de voir les choses et pouvoir les dire. On ne peut pas pronostiquer, parce qu'on ne peut pas pronostiquer avec des gens qui croient que parce que les gens les critiquent comme si c'est la fin du monde. Quand vous voulez vous perfectionner, le minimum c'est d'écouter, de prendre en compte toutes les préoccupations. C'est notre pays, ce n'est ni un pays qui appartient à la majorité, ni un pays qui appartient à l'opposition. Voilà, malgré les assurances du chef du gouvernement, l'opposition qui reste sceptique, on vient d'écouter le député Al-Kaïdi. Alors, Sissoko, est-ce que ces mesures sont-elles réalisables? Oui, c'est ce que j'ai dit au départ, M. Sidibé. En fait, moi je pense honnêtement que le Premier ministre devait se consacrer tout simplement à deux axes majeurs, à savoir la stabilisation en tout cas du centre et du nord, afin d'organiser les élections. Puisque
sa DPG comporte 4 grands axes. D'un, il parle de la mise en œuvre de l'accord. Il parle de la satisfaction de la demande sociale, de la sécurité et de l'organisation des élections. Maintenant, quand tu prends ces 4 grands axes, mais en fait, c'est 2 seulement qui sont réalisables. Et même ces 2-là, c'est la sécurisation et puis l'organisation des élections. Et même là, il faudrait justement émettre des doutes, parce que pour la sécurisation, depuis qu'il a été nommé, d'abord, sa première grande déclaration a été quoi? Que l'armée va monter en puissance au niveau du centre pour stabiliser au moins le centre. Et que le nord, peut-être qu'il avait laissé déjà le nord, mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Même au centre, on ne peut pas dire qu'il y a la sécurité. Donc moi, j'ai dit honnêtement, c'est des déclarations de bonnes intentions. Ben, lui-même, il a mesuré déjà les conséquences, en tout cas de la non-tenue des élections à la date constitutionnelle prévue. Donc moi, je pense qu'il doit se consacrer à ces deux grands axes majeurs, à savoir la stabilisation, la sécurisation en tout cas du centre et du nord, et l'organisation, la bonne organisation des élections. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition a raison d'avoir des inquiétudes. Parce que si jamais nous allons aux élections comme ça, sans qu'on ait en tout cas la sécurité au nord et au centre, ça veut dire tout simplement qu'un pas important du pays ne va pas participer. Et surtout, il faut ajouter à cela le fait qu'il y a un grand nombre en tout cas de citoyens qui sont en dehors du Mali. On ne parle même pas justement du retour en tout cas de ces déplacés-là. Donc moi je dis honnêtement, au lieu de faire de la bonne littérature pour en tout cas nous sortir une DPG qui pour moi c'est de la grande théorie, il faudrait se consacrer à ces 2 choses pour pouvoir en tout cas réunir les conditions afin d'aller à des élections apaisées, crédibles et transparentes. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec nos invités Abdraman Keïta du journal Le Témoin, Moussa Boli du journal Le Matin et Youssouf Sissoko de l'hebdomadaire Info 7 dans le cadre du forum de la presse. Alors Moussa Boli, rapidement votre réaction face au scepticisme quand même de l'opposition. Bon, le scepticisme de l'opposition est compréhensible parce que bon, depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta par rapport à toutes les déclarations de DPG des premiers ministres précédents, la position de l'opposition n'a pas beaucoup varié, même si elle est dans son rôle et que ces inquiétudes sont réelles, parce que ces inquiétudes, nous la ressentons tous ici. Mais moi, ce qui est important, à partir du moment où le Premier ministre, le gouvernement a la volonté d'organiser des élections, a la volonté de sécuriser, d'aller de l'avant, et que nous sommes tous conscients du danger et du vide constitutionnel, je pense que nous devons nous projeter dans ce sens-là, essayer que tout le monde aille dans le sens de vouloir l'aider, de vouloir travailler, de vouloir d'œuvrer à ce qu'on puisse organiser les élections. Très bien. Alors, Abdraman Keïta. Moi, d'abord, je veux rebondir sur ce qu'a dit Soko. Je ne suis pas d'accord que le président et le Premier ministre se consacrent seulement à 2 aspects, alors qu'il a accepté de prendre une feuille de route à 4 points. À partir du moment où il a accepté de prendre une feuille de route à 4 points, il est obligé de s'intéresser aux 4 points sur la base desquels il a été mis en mission par le président de la République. Et qui plus est, c'est quand même une déclaration de politique générale et non pas une déclaration de politique particulière ou bien de déclaration de politique, si vous voulez, partielle. Une déclaration de politique générale, et tout le monde connaît le contenu d'une déclaration de politique générale, c'est d'embrasser tout, de prendre l'ensemble des préoccupations. Il est vrai que les préoccupations d'aujourd'hui, pour nous, qui sommes les plus conscients, qui sont la partie sur la frange la plus consciente de la population, c'est d'abord ces élections-là, puisque nous en connaissons la teneur. Mais pour les autres qui n'ont pas leur repas quotidien, c'est autre chose. C'est les mesures d'urgence, c'est la santé, c'est autre chose. Ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux aujourd'hui, là, leur problème, c'est la santé. Il est obligé de parler aussi de santé. Et voilà de quoi il s'agit. Mais seulement, en réalité, je pense que avoir ce que... c'est-à-dire le rythme auquel les choses sont en train d'être conduites, et la volonté telle qu'elle a dit, et l'ardeur actuelle du truc, on se demande pourquoi ils ne s'y sont pas pris plus tôt. On a l'impression que, en réalité, même pour, par exemple, l'application de l'accord, la mise en œuvre de l'accord, on est en train d'aller au pas de charge, alors qu'on a eu quand même depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui pour le faire. Pourquoi est-ce qu'on doit permettre que
on doit permettre aujourd'hui, puisque nous sommes à 3 mois des élections, et que, comme il l'a dit, la continuité institutionnelle et la constitution, comment on appelle, des institutions de la République est menacée, qu'il faut donner aux mouvements armés tout ce qu'on leur a refusé depuis 3 ans ou 4 ans. Voilà, c'est ça, c'est des questions comme ça que moi je me pose avec cette DPG. D'accord. Deuxième sujet de ce forum, 10 000 enseignants fictifs détectés suite à un vaste programme de recensement et de contrôle organisé à l'échelle nationale. Une fraude qui aurait occasionné une perte de plus de 33 milliards de francs CFA au trésor public. Alors, Idrissa Sakou. C'est suite à des enquêtes rondement menées par les autorités en charge de l'éducation qu'il a été décelé l'existence de 10 000 enseignants fictifs sur les 16 000 enseignants communautaires. Selon le département de l'éducation nationale, la prise en charge de 10 000 enseignants fictifs a occasionné une perte de 33 milliards au trésor public. Sur le déficit de bonne moralité dans le milieu scolaire, notamment chez les administrateurs et les enseignants, le ministre de l'Éducation a fait des révélations fracassantes. Selon lui, il y a certains enseignants qui prennent 4 salaires différents avec 4 matricules différents, mais ne travaillant que dans un seul établissement. Aussi, poursuit le ministre, il y a des morts vivants qui prennent des salaires depuis une dizaine d'années. S'agissant des faux diplômes, le ministre a révélé que la DRH de l'éducation a identifié plus de 3000 faux diplômes au moment de l'intégration des enseignants en 2016. Et pire, en complicité avec les cadres du département, certains promoteurs d'écoles ont des noms d'élèves qui n'existent même pas. Et ce nombre d'élèves fictifs dépasse les 5000 selon le ministre. S'agissant des cantines scolaires, le ministre déclare que l'État met plus de 3 milliards dans les cantines scolaires. Mais il avoue qu'il n'a vu aucune cantine fonctionnelle lors de ses tournées. Les actions seraient en cours pour nettoyer définitivement le fichier, mais aussi situer certaines responsabilités. Abdraman Keïta, pourquoi cette révélation maintenant? Maintenant, parce qu'il y a un nouveau ministre au ministère de l'Éducation et qui s'est intéressé, qui a quelque chose. Voilà, je pense qu'en réalité c'est ça, chacun a son centre d'intérêt. Et je ne sais pas quelles sont les motivations réelles du ministre d'en venir là, mais la question se posait, c'est une question qui se posait, peut-être que c'est l'ampleur de la question qui a souvent échappé aux gens, mais c'est une question qui se posait depuis longtemps. D'ailleurs, c'est une question qui est récurrente non pas seulement pour le domaine de l'éducation, mais pour l'ensemble de la fonction publique. Et depuis longtemps, c'est pour cela d'ailleurs qu'on avait procédé en début de ce quinquennat à des contrôles physiques. Donc on n'a pas vu le résultat. Je ne sais pas pourquoi, c'est après des contrôles physiques, c'est-à-dire dans l'objectif et l'objet est réellement de circonscrire et de conjurer ce mal, on revient après 4 ans, ou bien peut-être 5 ans, près de 5 ans, à être confronté au même problème. Quel a été le résultat? Qu'a-t-on fait du résultat de ces contrôles physiques-là depuis tout ce temps? Voilà, donc c'est un problème qui existe depuis longtemps. Peut-être que le ministre a eu le timing est un peu gênant pour l'opinion, mais en réalité c'est un problème qui existe depuis longtemps et moi il faut reconnaître que l'ampleur de la situation telle que décrite ça me scandalise. Je sais que ça existe, mais pas dans des proportions, les proportions que je viens d'entendre. Merci beaucoup. Youssouf Sissoko. Ok, disons tout simplement que cela est survenu à la suite, en tout cas, de la demande des revendications des syndicats des enseignants, qui ont demandé, en tout cas, à leur ministre de tutelle de recruter au sein de la fonction publique des collectivités les enseignants des écoles communautaires. Et c'est à la suite de ça maintenant que le ministre a diligenté, en tout cas, ces enquêtes et qui ont abouti, en tout cas, à ce chiffre que vous venez de donner. Je crois que ces pratiques-là ont pignon sur rue, en tout cas, au sein de l'école malienne depuis belle lurette. Et je pense que le ministre, en tout cas, l'acte qu'il vient de poser est un acte à saluer et qui mérite d'être encouragé. Puisque si ses prédécesseurs, depuis 2013, avaient fait la même chose, peut-être qu'on ne serait pas à ce niveau-là. Si les syndicats avaient demandé à ses prédécesseurs, ils allaient faire la même chose. Non, mais dans tous les cas, quand on est ministre, quand même, ça veut dire tout simplement qu'on est en mission pour le pays. Est-ce que selon vous, les structures de contrôle ont joué leur rôle? Oui, justement, c'est à tous les niveaux. En fait, quand tu regardes, bon, ça procède en tout cas du constat général selon lequel le pays est mal géré.
Ça s'explique par ça. Le pays est mal géré. Sinon, il ne doit pas y avoir en tout cas des pratiques comme ça. 5000 élèves fictifs qui, en tout cas, une affaire entre certains membres, certains cadres véreux, en tout cas, du département et certains promoteurs d'écoles privées. Donc, franchement, c'est des pratiques qui sont là depuis belle lurette. Et c'est maintenant que le ministre de l'Éducation, Poulot, qui est à saluer, qui est à féliciter, qui arrive quand même à déceler ça. Franchement, il mérite d'être encouragé. C'est un homme de sérail. C'est ça, ok. Moussa Bouli. Il ne faut pas oublier qu'il est promoteur d'école lui-même. C'est un problème qui lui tenait à cœur par rapport à la gestion de l'éducation. Bon, c'est vrai qu'il a la chance aujourd'hui de gérer, de piloter l'éducation. Donc, il a tout intérêt à faire ses preuves pour qu'on sache que toutes les idées qu'il défendait avant d'être dans ce département, c'était vraiment une volonté de faire changer les choses. Mais pour moi, en fait, l'éducation, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Comme il a dit, le contrôle physique. Moi, je suis sûr que si le contrôle physique a été réellement fait, au moins le trésor peut économiser au moins 50% de la masse salariale. Parce que si on s'amuse à faire ce genre de contrôle dans tout le secteur aujourd'hui, et je suis sûr que les gens vont être désagréablement surpris par l'ampleur de ces faux diplômes, de ces morts qui encaissent leur salaire. C'est vraiment un phénomène. Les salaires sont encaissés par des vivants. Oui, les salaires sont encaissés par des vivants. En fait, c'est ça. Donc pour moi, l'éducation, c'est vrai, on s'en dit pour lui. Il a eu le courage d'aller plus là où c'est arrêté les ministres de la fonction publique. Parce que jusqu'à après, Abdelman l'a dit, je suis d'accord avec lui, personne ne connaît aujourd'hui les résultats du contrôle physique. Et pourtant, ils ont tellement embêté les gens par rapport à ça. Et qu'un État démocratique, encore aujourd'hui, ne soit pas capable d'organiser une telle opération et qui ne soit pas capable de publier les résultats. Ah, mais on se demande où est-ce qu'on va. Mais selon vous, que peuvent être les mesures à prendre pour éviter de telles fraudes? C'est l'intégrité d'abord de ceux qui gèrent les ressources humaines. C'est l'intégrité de ceux qui organisent le concours de fonction publique. C'est l'importance des enquêtes de moralité sur le diplôme et autres fournis au moment des recrutements. Mais aujourd'hui, nous savons tous, il ne faut pas se voiler la face, nous savons tous comment les gens sont recrutés au Mali. Nous savons tous comment les gens intègrent la fonction publique. Ce n'est pas le seul scandale, parce qu'il y a un scandale lié aux douaniers. Personne ne sait aujourd'hui quelle est finalement l'issue par rapport à cette affaire. Très bien. Donc, pour le syndicat national de l'éducation et de la culture, il est trop tôt pour confirmer ces chiffres. Alors, nous allons écouter les réactions. 10 000 enseignants communautaires fictifs, nous, on n'est pas d'accord avec, parce que tous les dossiers des enseignants des écoles communautaires ont passé par les services de l'État. Ce n'est pas le syndicat qui a amené les dossiers, ou bien ce n'est pas les individus qui sont allés déposer les dossiers. C'est des dossiers qui ont été dûment déposés au niveau des CAP, qui ont transité par les académies et qui sont arrivés au niveau de la DRH. Dans le dépouillement, c'est une commission. Dans la commission, il y a l'ensemble des syndicats, il y a la DRH, il y a le ministère des Collectivités. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans la commission qui ont dépouillé l'ensemble des dossiers et qui ont trouvé le nombre 16 014 enseignants. Le contrôle physique n'est pas fini. Moi, je crois que si le contrôle physique n'est pas fini, on ne peut pas dire qu'il y a 10 000 enseignants fictifs. Certaines régions, le contrôle physique n'a même pas commencé. À Ségou, par exemple, le contrôle physique n'a pas commencé. À Sikasso, le contrôle physique n'a pas commencé. À Gao, ça n'a pas commencé. À Tombouctou, ça n'a pas commencé. À Mauti, ça a commencé. À Kaï, ça a commencé. À Koulikoro, ça a commencé, ce n'est pas encore fini. À Bamako, ça n'a même pas commencé. Donc, on ne peut pas dire quand même qu'il y a 10 000 enseignants communautaires fictifs. Moussa Bouli, est-ce qu'il y aura une suite? L'argument ne tient pas. Ce n'est pas parce que le contrôle physique n'est pas effectif partout qu'on ne peut pas dire qu'il y a déjà. Ça veut dire que là où ça a commencé, les 10 000, là, ça veut dire que, comme je l'ai dit, si on fait une enquête sérieuse, ça dépasse l'ampleur, ça dépasse tout ce qui a été rendu public par le ministre. Secondo, le ministre n'a pas indexé les syndicats. Il n'a pas personnalisé le débat. C'est vrai que c'est une requête des syndicats qui a abouti à ce contrôle physique, à cette enquête. D'accord. Mais il n'a pas indexé les syndicats. Il a indexé d'abord tous les acteurs qui sont dans la chaîne de recrutement de l'enseignement communautaire. Donc, je pense que le SNEC n'a pas à personnaliser ce débat. Non, j'ai comme l'impression que les syndicalistes ne comprennent pas c'est quoi enseignant fictif. C'est ça le problème. Ils pensent qu'en réalité, c'est eux qui sont responsables de cette existence fictive des enseignants. Non. C'est en réalité des gens qui n'existent pas, mais comme il l'a dit, à la place desquels on perçoit des salaires. Ouais. En perçoit lesquels des fonds sont décaissés. Oui. Et où vont ces fonds-là? C'est le problème. Mais est-ce que selon vous, il y aura une suite dans ces cadres-là?
Bon, mais maintenant, la balle est dans le camp de ceux qui doivent donner suite à ça. Tout le monde peut s'en saisir. Il y a l'opportunité de poursuivre sur les juges qui peuvent fouiller dans l'affaire et voir ce qu'il y a là-dedans. On a tellement de structures de contrôle, on a tellement de recommandations qui peuvent venir des mêmes enquêteurs là, par rapport à la connaissance de ces choses-là. Normalement, il doit y avoir une suite, puisque l'État ne peut pas, un État qui tire le diable par la queue, qui tire la langue, qui ne parvient même pas à payer les fonctionnaires à temps. À payer les fonctionnaires peut-être à temps, ou bien à gérer les choses les plus élémentaires, les besoins les plus élémentaires de la population, ne peut pas se permettre de perdre des ressources, des évasions de ressources dans ces proportions-là. Donc, vraiment. D'accord. Youssouf, faut-il espérer sur une enquête sérieuse? Oui, le ministre l'a déjà dit. Il dit que les enquêtes sont déjà en cours et que les responsables seront punis. Maintenant, entre la déclaration et les actes, il y a toujours un grand fossé dans ce pays-là. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que le responsable syndical est dans son rôle. En tant que responsable syndical, il est en tout cas dans son droit de défendre ses camarades enseignants. Mais ce qui est sûr... Oui, je voudrais préciser surtout que le SNEC, donc les écoles communautaires, généralement les enseignants relèvent du SNEC. Le SNEC, voilà. Donc je crois que lui, il est dans son rôle. Hein. Mais moi, je dis honnêtement, c'est toute une longue chaîne. En fait, ce n'est pas seulement à leur niveau, parce qu'il a dit, le recrutement, ce n'est pas eux qui recrutent, mais c'est au niveau du département qu'on recrute. Maintenant, les faux diplômes qui ont été décelés, effectivement, c'est des pratiques qui sont connues, qui sont là au Mali depuis belle lurette. Et pourquoi attendre tout ce temps-là? C'est parce que tout simplement, les syndicats ont sécué le cocotier pour exiger en tout cas de l'État le recrutement dans la fonction publique des collectivités, des enseignants communautaires qu'on a justement diligenté ces enquêtes-là. Sinon, les gens du département et le ministre et le dernier, en tout cas, travailleur du département, savent tous que, en tout cas, ces pratiques sont là, au Mali. Mais je dis encore une fois de plus, il faudrait quand même que l'État cesse d'être laxiste et qu'il joue pleinement son rôle. Moussa Bouli, je voulais répondre parce que d'autant plus que c'est le syndicat qui a secoué le cocotier. Je pense que le syndicat a aujourd'hui tout intérêt à aider le département dans cette tâche-là. Parce que moins il y aura d'enseignants fictifs, plus il y a de la place pour les vrais enseignants d'exercer leur métier. Pour ce qui est de la suite à donner, on a le courage, malheureusement, on a le courage de commencer les trucs, mais on n'a jamais l'audace d'aller jusqu'à terre. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani. Retour donc sur ce plateau avec nos invités Abdraman Keïta du journal Le Témoin, Moussa Bouli du journal Le Matin et Youssouf Sissoko de l'hebdomadaire Info 7. Alors, le président de la République était cette semaine dans la région de Ségou. Au menu de ce voyage, la visite et l'inauguration de certaines infrastructures dans la région. Abdraman Keïta, que pensez-vous de ces réalisations? Ces réalisations qui ont été inaugurées. Il s'agit de quoi? En fait, de l'échangeur, je pense. Vous faites allusion à l'échangeur. Bon, un échangeur en soi, je pense que c'est une bonne chose de la population. Mais tout cela que j'ai demandé, je trouve qu'en réalité, c'est un échangeur dont la fonctionnalité est sujette à caution. Parce qu'en réalité, la densité de la circulation dans la zone de Ségou, et mettre 23 milliards dans un échangeur, je pense que Ségou a besoin de ça, aurait pu avoir besoin de ça pour autre chose, traditionnellement. En soi, c'est pas mal, c'est 23 milliards, mais je pense que vraiment, la réalisation a un peu raté ses cibles. 23 milliards peut-être dans la vocation, dans les domaines de vocation agro-pastorale de la région, aurait pu servir à plus que ça. Mais de toutes les façons, ce sont des ouvrages, du pays que nous allons capitaliser et que nous allons dans le... Au-delà du coût des infrastructures, même au cours de cette visite, on a constaté une forte présence de ministres et de directeurs à Ségou. Est-ce que l'enjeu en valait la peine? Si, l'enjeu est politique, puisqu'en réalité, je pense qu'en réalité, le président de la République est parti récolter
au moins une partie de ce qu'il a pu faire, une grande partie de ce qu'il a pu faire pendant son quinquennat. Donc, puisque son quinquennat, il a attendu qu'il rempile, ou peut-être qu'il renonce à rempiler. Et je pense que ces réalisations sont des sources de motivation pour le convaincre qu'en réalité, il peut continuer à faire des choses. Donc, la présence des ministres, c'est un peu pour récolter les actions qu'ils ont posées pendant ces... Comme je l'ai dit, en fait, Ibeka, c'est comme s'il était parti montrer à l'opinion nationale et internationale la vitrine réjouissante de son quinquennat. C'est-à-dire Ségou aujourd'hui, c'est vrai, c'est à l'ère d'une ville moderne après toutes ces infrastructures réalisées à Ségou. Mais bon, en réalité, je rejoins Abdelrahman sur le point que la pertinence d'un échangeur à Ségou. Est-ce que c'était réellement pertinent par rapport aux besoins de désenclavement même intérieur de la région, de désenclavement même du pays? Est-ce que c'était réellement pertinent? Mais le président avait tout intérêt aussi à la veille de l'élection, parce que jusqu'à présent, c'est l'intention qu'on lui prête de vouloir briguer un second mandat. S'il est réellement dans cette mouvance, de montrer au moins que son quinquennat n'a pas été du tout un échec et qu'il a fait des réalisations concrètes et palpables. Ok, c'est ce goût. Je ne suis pas du même avis que mes deux prédécesseurs. Moi, je dirais tout simplement tout ça pour ça. Vous l'avez vous-même dit, pour en tout cas aller inaugurer l'échangeur et puis les 10 km de voirie urbaine à Ségou, puis la route de Markala, s'il faut mobiliser tout ça. Moi, je trouve que ça a été du gaspillage, un. De deux, et sa visite avait le relan en tout cas d'une pré-campagne. Imaginez pour l'inauguration de ces infrastructures, on fait venir plus de 2500 chefs de village de tous les 4 coins de Ségou pour venir accueillir le président de la République. Ça veut dire tout simplement qu'il est en pré-campagne déjà. Et je pense que lui qui est le garant en tout cas de la loi, de la Constitution, s'il se permet justement de violer cette même Constitution, en commençant déjà la campagne avant la date indiquée, moi je dis c'est à craindre. C'est vraiment inquiétant. Et de deux, moi je dis... bon, un échangeur à Ségou, ce n'est pas mal. Mais il faudrait quand même que nos auditeurs sachent que cette initiative, elle est d'ATT, d'Amadou Toumani Touré. Et que lui n'a fait tout simplement qu'achever, en tout cas, une œuvre déjà entreprise par Amadou Toumani Touré, ATT. Donc moi, j'ai dit honnêtement, et franchement, s'il faut mobiliser surtout les sommes qu'on est en train justement de donner, comme étant en tout cas celle qui a été mise à la disposition des organisateurs pour mobiliser tous ces goûts, en tout cas pour accueillir à bras ouverts le président. Mais moi, j'ai dit honnêtement, d'aucuns parlent de 600 millions. Moi, j'ai dit honnêtement, c'est pourquoi d'ailleurs, pour votre information, les salaires de ce mois-là ont pris un peu de retard. Peut-être que je ne sais pas si c'est dû à ça, mais j'ai dit honnêtement pour l'inauguration de ces petites infrastructures, s'il faut mobiliser en tout cas toute une république pour ça, tous les ministres, moi je crois sincèrement que ça ne vaut vraiment pas la peine. D'accord, donc vous l'avez tantôt effleuré, donc vous avez commencé d'ailleurs avec cette partie. L'opposition qualifie cette visite de campagne électorale anticipée. Selon elle, depuis des semaines, la radio ainsi que la télévision nationale sont utilisées à des fins politiques. Donc nous allons suivre la réaction de Tchébilène Dramé. Cette armada qui est mobilisée pour cette visite, c'est évident que c'est une campagne électorale prématurée, anticipée par les moyens de l'État, par les couvertures de la télévision de l'État. Et c'est dommage que le président ne respecte pas les règles du jeu. Parce que ça, c'est un non-respect des règles du jeu. Le président ne doit pas entrer en campagne. Le président n'aurait pas dû tenir les propos qu'il a tenus à Ségou. Il est le président de la République. Dans le cadre de la continuité de l'État, il va inaugurer une infrastructure dont il n'a pas posé la première pierre, dont il n'a pas négocié le financement. Et les travaux n'ont pas commencé avec lui. Il aurait dû, en toute humilité, reconnaître que dans le cadre de la continuité de l'État, il inaugure ça aujourd'hui. Il ne devrait pas en faire un objet de campagne électorale, parce qu'après tout, c'était un prêt accordé au Mali par la Banque ouest-africaine de développement. Moussa Boly, l'opposition a-t-elle raison? L'opposition, vous savez, comme je l'ai toujours, l'opposition, il est dans son rôle, dans son rôle de critiquer, d'analyser tous les actes posés par le président de la République, d'autant plus qu'encore on est à peut-être sur la dernière ligne droite avant le starting block de la présidentielle. Bon, mais je pense que pour ce qui est de l'utilisation des médias publics dans ce genre d'opération, c'est un débat éternel. Parce qu'aujourd'hui, on le reproche à Ibeka, on l'a reproché à Alpha dans le temps, on l'a reproché à ATT, on a reproché
Peut-être on ne l'a pas reproché à Djongouda parce que c'était un président intérimaire, mais c'est un éternel débat, parce qu'il ne prouve que si Tcheblon aujourd'hui, à la place d'Ibeka, qui ne va pas avoir la même attitude, qui ne va pas avoir la même réaction. Et dire aussi que le président ne devait pas tenir ces propos qu'il a tenus, non. Ça veut dire que l'opposition a le droit de dire que, de lui certaines choses et qu'il n'a pas le droit de répliquer. Alors qu'on est dans un débat démocratique quand même, il peut répliquer à tout moment, au moment qu'il juge opportun à certaines attaques de l'opposition ou de ses détracteurs. Ok. Youssouf Sissoko, rapidement, qu'est-ce qui peut expliquer cette forte mobilisation de cette visite? Oui, mais la forte mobilisation, c'est tout simplement pour que le président ou la majorité de façon générale essaie de jauger un peu la capacité de mobilisation. C'est-à-dire essayer de voir la popularité réelle du président de la République. Mais je vous avoue sincèrement que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Parce que nous avons vu les images, comme leur thème c'est d'ailleurs le faire. C'est des images tronquées, c'est des images colmatées. Et en fait, la réalité sur le terrain, c'est que les Ségoviens ne sont pas sortis. Puisque les Ségoviens ont d'autres soucis, plutôt que d'aller assister en tout cas à l'inauguration de l'échangeur. Puisque aujourd'hui, la crise sociale, elle est patente. La crise sociale, elle est une réalité au Mali. Et si, en tout cas, il faut mobiliser les gens pour aller observer tout simplement la coupure du ruban pour l'inauguration de l'échangeur, moi, je pense honnêtement que, en tout cas, c'est... je veux dire que les résultats n'ont pas été là, quoi. Ok. Voilà. Alors, Abdraman Keïta, est-ce que l'opposition a raison? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'opposition ait raison. L'opposition doit normalement accepter. C'est tout à fait normal. Ça se fait de tout temps, comme il l'a expliqué. De tout temps, ça a été comme ça. C'est-à-dire, l'opposition se bat pour dévaloriser le quinquennat et le bilan. Lui, en tant que président sortant, il se bat pour valoriser son bilan et mettre en exergue son bilan, les réalisations de son quinquennat. C'est sur ce terrain-là. Bon, maintenant, la question se pose peut-être avec quels moyens. C'est ça le problème, quels moyens. Bon, le fait que le RTM, quand il s'agit du président de la République, est beaucoup plus... ça se donne avec beaucoup plus d'ardeur que quand il s'agit d'autres protagonistes, on se comprend, puisqu'en réalité, la question de la frontière entre le politique et le public pour les médias d'État se pose toujours. Il y a une très grande, c'est-à-dire la frontière n'est pas si épaisse entre le politique et le public. Le président de la République, il va en tant qu'homme public, les réalisations sont là en tant que réalisation publique, mais il veut en faire, il veut en tirer des profits politiques. Voilà un peu comment les choses se déroulent. Et l'opposition aussi, avec les moyens dont il dispose, se bat aussi pour annihiler et anéantir cette démarche. Et je pense qu'en réalité, ce n'est que quelque chose comme ça. Mais toujours est-il que je suis d'accord que les gens doivent vraiment prendre la mesure des choses et ne pas abuser des moyens de l'État. Parce que parfois, ce n'est pas forcément le président de la République. Le président de la République, je pense que sa visite, ce qui justifie cette grande mobilisation, c'est qu'on a voulu profiter de sa présence à Ségou pour l'inciter à dire que je suis candidat. Okay. Donc on a voulu lui montrer qu'il a de la popularité, il a les masses derrière lui pour le faire dire que voilà, vous pouvez déclarer votre candidature parce que réellement les gens sont contents de votre quinquennat, ils sont vraiment satisfaits de ce que vous avez fait plus ou moins. Voilà ce que les politiques Merci beaucoup Abdraman. Merci beaucoup Abdraman Keïta du journal Le Témoin. Merci à Moussa Boli du journal Le Matin. Merci Youssouf Sissoko de l'hebdomadaire Info 7. Donc nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction du Studio Tamani et mise en onde par Gagny Kanté. La régie vidéo était assurée par Salim Diouara. Aliou Sidibé était à la présentation et Mohamedou Touré pour la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.